Bien, bonjour. Pour cette conférence sur la valorisation de la recherche que nous organisons avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc, Frédéric Farina, qui est un des responsables à Caltech, le California Institute of Technology. C'est une université, on va dire, de recherche. Mais il pourra revenir là-dessus. Et il s'occupe d'un secteur quand même assez important à Caltech, qui est la valorisation de la recherche, vu ce positionnement de cette université. Olivier Fresneau, qui est le responsable, je ne sais pas si on dit le PDG, mais il va nous expliquer, de la Société d'accélération et de transfert de technologie Sud-Est, en région PACA. On va dire le PDG, pour entrer dans l'univers de... Il en a l'air très heureux, d'ailleurs. De l'entreprise. Christopher Noble, qui est responsable de la valorisation de la recherche au MIT sur les énergies propres et renouvelables. Christopher, un secteur d'avenir, enfin on l'espère en tout cas, les énergies propres et renouvelables. Guy Catlino, donc, qui est président de l'université Rennes 1 et président de la commission recherche de la conférence des présidents d'université. Et Jean-Luc Bella, donc, qui est responsable chez Alcatel-Lucent de la recherche-développement des Bell Labs et du pôle de compétitivité, je ne vais pas dire de bêtises, systématique. Des fois, je me perds, monsieur Bella, dans les... Ça va d'ailleurs être un des sujets du débat, cette complexité des systèmes. Et puis, bon, Arnaud Le Gall, qui co-anime avec moi, qui est rédacteur en chef aux Échos. Et Jean-Michel Catin, donc le directeur de la rédaction de l'AEF, à qui on doit l'organisation de ces journées. Donc, moi, je voulais qu'on commence le débat en donnant la parole à Olivier Fresneau. Alors, sur quelque chose déjà de tout simple, qui nous explique, je lui demandais avant, en 2 minutes, ce que c'est qu'une SAT, pour qu'on puisse entamer le débat sur la valorisation de la recherche et le modèle français, avec l'éclairage international de nos amis américains, ou franco-américains d'ailleurs, en l'occurrence, mais on va dire nos amis américains, parce qu'ils représentent le système américain dans cette table ronde, qui nous explique en 2 minutes ce que sont les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Avant la thèse, il y a la synthèse, donc voilà. Olivier Fresneau. La difficulté va être les 2 minutes, mais on va essayer de faire court, puisque je pense que la plupart d'entre vous ont quand même déjà entendu parler des SAT. Donc moi, j'aime bien répéter que les SAT, ce sont d'abord des acteurs du développement économique, par l'innovation. C'est-à-dire que les SAT ont été mis en place dans le cadre du Grand Emprunt, des investissements d'avenir. Ça devrait être 11, c'est ça. Elle devrait être même peut-être un peu plus. Peut-être un peu. Probablement 12, oui. Donc peut-être même un peu plus, on verra prochainement. Oui, donc des acteurs du développement économique créés sous forme de SAS, filiales d'établissements publics de recherche, donc les universités, quelques écoles d'ingénieurs, quelques grands organismes, notamment le CNRS, et la Caisse des dépôts, qui est l'actionnaire de référence qui représente l'État. Donc des outils, des structures privées, mais qui ont repris les missions de transfert de technologie de ces établissements de recherche, qui sont des acteurs installés en région, donc avec une proximité des chercheurs, une proximité des entreprises régionales, qui sont intégrés dans leur écosystème d'innovation, ou qui sont en train de s'intégrer dans leur écosystème d'innovation, avec les pôles de compétitivité et tous les acteurs que vous connaissez, dont on parlera peut-être. Leur mission, c'est d'abord de transformer les résultats, les savoir-faire de la recherche publique en innovation, en nouveaux produits pour les entreprises, en innovation pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre la matière première qui est la richesse de la recherche française et la transformer par ce qu'on appelle le processus de maturation, qui est le cœur de métier des SAT, le transformer en protégeant par la propriété industrielle, en développant la maturation technologique pour aller jusqu'à la commercialisation qui se fait soit au travers du licensing vers des entreprises existantes, soit au travers de la création de nouvelles start-up, nouvelles spin-off, en partenariat là aussi avec les acteurs qui sont déjà sur le terrain, notamment les incubateurs. Merci pour l'exercice réussi. Parce que, juste une précision peut-être, Olivier Fresneau. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans le paysage? Parce que vous avez évoqué effectivement l'écosystème dans lequel vous êtes censé vous intégrer. Il y a là-dedans des organisations, des organismes avec lesquels les gens qui nous écoutent sont peut-être un peu plus familiers. Mais quel est le changement majeur concrètement? Est-ce que vous avez déjà un exemple d'application à nous donner qui peut montrer justement à quel point ça peut être un accélérateur de développement?
Il y a deux changements importants qui ont été à l'initiative de la création des SAT. C'est d'abord la mutualisation, c'est-à-dire qu'on va regrouper des équipes qui existaient auparavant dans les dispositifs mutualisés ou dans les services de valorisation, et on va renforcer ces équipes avec des professionnels qui viennent de l'industrie, qui viennent du transfert de technologie, qui viennent très souvent de l'industrie, il faut quand même le dire, qui ont vu l'entreprise, qui ont vécu l'entreprise, et donc on va avoir des structures professionnelles qui vont discuter avec les entreprises. La mutualisation permet d'avoir un effet de masse, enfin comment on dit, d'optimisation, voilà, et donc d'avoir une meilleure efficacité, on l'espère, d'où cette accélération. Un interlocuteur unique pour les entreprises, ça permettra dans la complexité, on va dire, on en parle assez, du système français, d'avoir un interlocuteur. On sait que quand on s'adresse à une SAT, on a un point d'entrée vers la recherche publique. Principalement vers ses actionnaires. Hein. On va parvenir sur cette notion de guichet privilégié, guichet unique. On n'est pas le guichet unique, bien évidemment. Mais bien évidemment, si une entreprise vient voir une SAT, la SAT saura la réorienter vers le laboratoire, même s'il n'est pas dans les actionnaires. Le deuxième point, mais très rapidement, c'est les financements. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait un État au monde qui ait mis autant de financement sur la maturation, sur le transfert de technologie. Hein. Le Fonds national de valorisation, c'est 1 milliard d'euros, 900 millions d'euros pour les SAT. C'est un effort très important. Je suis très bien entouré aujourd'hui, j'en suis très content. Je pense qu'on passera la parole à mes collègues et ils pourront peut-être compléter. Merci. Alors, Jean-Luc Bella, on évoquait les entreprises. Bon, tout le monde sait, à EF en particulier, que vous êtes en cours de rédaction d'un rapport qui sera publié, je crois, à mi-avril. Donc, nous sommes d'accord, nous n'allons pas donner et vous n'allez pas nous donner toutes les recommandations puisque ce n'est pas terminé. Mais bon, si on ne va pas s'en priver. Zéro chance. Zéro chance. Bon, on poursuivra après dans les coulisses. Mais justement, bon, quel est, vous, dans le cadre des consultations et des concertations que vous menez, vous menez des consultations et des concertations dans le cadre de ce rapport, votre regard sur le dispositif actuel et les évolutions nécessaires. Dispositif actuel, quand même, qui, je le rappelle, est récent. Fred Farina, qui est là, était dans le jury, je le précise, des SAT, au titre de l'éclairage international. Donc, qu'est-ce qu'il vous paraît nécessaire de faire évoluer, en tout cas au niveau plus général, sans déflorer vos recommandations ? Bon, d'abord, donc, le rapport sur lequel on travaille avec Pierre Tambourin est nourri d'une commission très riche de 25 personnes, dont autour de cette table ronde certains participent. On travaille depuis plusieurs mois. L'analyse qu'on mène, elle est au-delà de l'analyse, je dirais, des décisions de ces dernières années qui sont importantes autour de l'innovation. C'est vraiment de se poser la France dans le grand chantier actuel de l'innovation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement comment mieux valoriser la sortie de la recherche publique, c'est que globalement, quand on regarde ce qui se passe dans le monde ces 10 dernières années, l'innovation est devenue un enjeu économique pour beaucoup de pays. C'est le cas aux États-Unis, et je pense que vous en parlerez, ou même actuellement, là, on révise la loi pour optimiser les aspects de propriété intellectuelle, pour dynamiser l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'initiatives, c'est la même chose en Chine. Donc aujourd'hui, les grandes transformations sont portées par l'innovation. Donc c'est vraiment un enjeu économique fort. Donc tout est revisité, et donc le challenge qu'on a en France, c'est de se mettre dans cette dynamique très importante. Et il y a 4 axes, je dirais, qui sont globalement à revoir en France, enfin sur lesquels il faut se pencher. Le premier, c'est vraiment de développer vraiment une culture de l'entrepreneuriat, la création de valeur, création d'emplois, au plus fort que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le deuxième, c'est qu'au niveau de la recherche publique, il y a une production de connaissances qui est très importante, mais sur la partie qui est dans la partie plus appliquée, il faut augmenter la valorisation économique de cette production, et comme vient de le dire Olivier, les SAT sont dans le visage de cette activité. Et puis l'autre point, c'est qu'en France, souvent, on a su développer des start-up, mais on n'a pas su les faire grossir. Donc en fait, elles se multiplient en périphérie du système, elles vivent même du système, mais sans pouvoir grossir. Donc et pour ça, il y a X raisons, et une des raisons de fond, c'est le manque de capital risque, qui est moins le cas aux États-Unis, en Israël et dans d'autres pays. Donc il y a un point important à mener là-dessus. Et la 4e dimension, c'est que
comme d'autres sujets, je sais pas moi, l'enseignement, la sécurité, etc., il faut bien comprendre que même si l'innovation, c'est une affaire d'hommes et de femmes, d'entrepreneurs, ça doit être aussi une politique d'État. Et donc, il faut passer la vitesse supérieure sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu ces 4 axes-là qui nous guident dans la rédaction de ce rapport. Vous évoquez effectivement l'enjeu clé qui est le financement des startups pour qu'elles deviennent des entreprises de croissance, pour qu'elles puissent grandir, pour éventuellement même devenir ensuite des leaders mondiaux. On a des leaders mondiaux en France, on a plus de mal effectivement à générer un tissu de TI qui soit comparable à celui de nos homologues et néanmoins concurrents dans la compétition économique mondiale. L'un des constats qu'on peut faire en ce qui concerne ce paysage financier, c'est qu'il y a un vrai problème qui devient de plus en plus aigu en France. Les fonds qui sont censés effectivement accompagner ces entreprises ont eux-mêmes du mal à lever les fonds, à l'exception notamment des anglo-saxons. Comment est-ce que vous voyez, quelles possibilités voyez-vous de faire évoluer les choses alors qu'un peu partout dans l'écosystème, notamment l'écosystème PME, on se dit les choses sont en train de coincer? Alors, donc il faut analyser finement, je vais peut-être pas rentrer dans les détails trop techniques, mais il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle l'early stage, et puis après le late stage. Donc ce n'est pas les mêmes mécanismes de financement. Il me semble que dans ce que le commissariat Louis Gallois a présenté au commissariat général aux investissements sur l'amorçage, il y a là les décisions récentes, il y a des moyens importants qui vont être mis en place. Donc ça c'est plus sur l'amorçage que le problème se pose en France. Voilà. Alors donc ça c'est ce que je voulais dire sur cette partie-là. Je pense que là il y a des moyens. Et maintenant c'est sur le late stage. Donc c'est sur cette partie où ça ne peut pas être que du capital public, c'est pas le mécanisme. Donc il faut tirer du capital privé, et donc il faut multiplier les business angels, les venture capitalistes, et puis il faut trouver un mécanisme justement pour inciter sur ça. Alors donc ça fait partie des choses que peut-être on adressera dans le rapport, mais effectivement il faut avoir une solution ici. Merci. Alors on va tout de suite venir, avant que Guy Catlino nous donne un éclairage plus général du point de vue des universités, sur la situation là, non seulement aux États-Unis, mais on sait que nos amis américains font une veille internationale. On discutait avec Christopher Noble notamment sur la Russie, hein, les possibilités du MIT à Moscou. Fred Farina, votre analyse, vous avez participé au jury des SAT, vous connaissez un peu les 2 écosystèmes. L'écosystème californien a une réputation mondiale. Alors, quels sont les problèmes à résoudre aujourd'hui de votre point de vue? Quelles sont les leçons à tirer de vos expériences? Il y a quelque chose qui me fera passer en France, c'est le système est très compliqué. Fred Farina, je pense qu'on a quelques invités et pour en avoir l'expérience, je pense qu'il faut les laisser s'exprimer. On va prendre quelques minutes. Messieurs, gentlemen, Frédéric, Christopher, Olivier, Guy, Jean-Luc, Arnaud, Jean-Michel, la barbe acclame ce panel viril et exemplaire. Je, tu, il, nous, vous, il, on l'apprend très tôt. C'est la grammaire de base. Et aborder la question cruciale de l'innovation ne doit pas dévoyer les fondamentaux. Inspirez-nous, messieurs, galvanisez-nous, et surtout veillez à conserver la conjugaison de la mâle université avec la virile entreprise. La science et l'intelligence sont indiscutablement affaires d'hommes blancs, mûrs et bien faits. Le programme de ces rencontres vous rend un hommage juste et mérité. Hier, lors de la réflexion sur les évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche, 6 hommes sur 7 tribuns sont venus discourir de décloisonnement. Le débat sur l'attractivité des campus et les services aux étudiants s'est lui aussi déroulé dans un magnifique entre-soi. Cet après-midi, une quasi-unanimité d'experts mâles viendra montrer à l'université la voie vers l'Europe. La barbe tient aussi à saluer le jury du prix MIT Technology Review, innovateur moins de 35 ans en France, qui, en sélectionnant 10 lauréats hommes, s'est assuré que le prix serait remis à un homme. L'université forgeait hier les puissants de demain.
Si elle a perdu de sa prestance en acceptant n'importe quoi sur ses bancs, elle est encore l'alma mater, la mère nourricière de futurs présidents, dont ceux des universités. De même, l'entreprise reste la chasse gardée des ambitions viriles. Le poil protège l'organe de la parole. Le poil étoffe la transmission des savoirs. Le poil constitue l'entresoyeux attribut du pouvoir. Gloire à la barbe. La barbe. Donc effectivement, on a entendu vos arguments. Je rappellerai juste que dans ces journées, nous avons accueilli une ministre, une présidente du MEDEF, et que l'organisation de ces journées, c'est une entreprise dont la directrice générale est une femme. Voilà. Jean-Michel. L'exemple ne fait pas la statistique, monsieur. Non, mais c'était juste pour apporter effectivement quelques éléments. Jean-Michel. Non, j'ajouterais simplement qu'en tant qu'organisateur de débat, c'est une préoccupation constante que nous avons, mais nous ne pouvons pas inventer, nous, les plafonds et débloquer les plafonds de verre qui existent dans les établissements. Donc j'acquiesce beaucoup à vos arguments, c'est une préoccupation essentielle. D'ailleurs, hier, contrairement à ce que vous disiez, il y avait Simone Bonafou, directrice générale pour l'enseignement supérieur. Ce n'est pas nous qui l'avons nommée, évidemment, et nous sommes empressés de la faire venir. La ministre, la présidente du MEDEF. Et cet après-midi, dans le débat, vous vous trompez, il y aura plus de femmes que vous ne croyez, mais je suis conscient du problème que cela représente. Et c'est vrai que pour nous ramener au débat sur la valorisation de la recherche et de l'innovation, qui nous ramène en particulier au problème des sciences dures, non seulement en France, mais à l'échelle mondiale, où les femmes n'accèdent pas de la même manière que les hommes, non seulement aux études scientifiques, mais par exemple aux fonctions de professeurs des universités ou de directrices de recherche au CNRS ou à l'INSERM, ou directrices d'unités de recherche. Il y a des études qui ont été produites notamment par l'Observatoire des métiers du CNRS là-dessus. Donc nous sommes d'un certain point de vue la photographie probablement malheureuse de cette situation, mais que nous n'avons pas créée. Voilà. Merci. Nous jugerons l'an prochain. Votre contribution nous aiguillonnera et continuera à nous aiguillonner. Donc nous jugerons l'an prochain sur ces débats. Christopher Nobel. Sur le MIT, eh bien, d'abord, merci pour votre participation. Je trouve ça en fait assez stimulant parce que vous soulevez un sujet qui nous tient tous à cœur. Je vous inviterai peut-être à venir visiter MIT où on parle beaucoup de ce problème. On est très engagé là-dedans. Un de nos objectifs, et rappelez-vous, on est une université de sciences dures qui, historiquement, n'a pas attiré et admis assez de femmes. Un des objectifs qu'on s'est donné, c'est d'admettre 50% de femmes comme étudiants à MIT. On n'est pas aux 50%, mais on est à plus de 40% déjà pour la promotion de 2013. On a à peu près 25% de nos professeurs sont des femmes. Et aussi, là, on veut arriver à la parité. Donc, c'est un procédé qui prend longtemps, mais auquel on est sensible. 25% de femmes ? C'est ironique, monsieur Noble. Là, je ne prends pas l'amorce. On peut peut-être reprendre le débat. Frédéric Farina, justement, puisqu'on attendait votre point de vue. Je précise un petit truc. Dans mon bureau, on est 14 dans mon équipe et il n'y a que 3 mâles poilus. Et d'ailleurs, j'ai du mal à trouver des personnes de sexe masculin qualifiées parce que c'est un peu, il y a que des femmes dans mon bureau. Donc j'aime bien l'équilibre. Et voilà. Donc j'ajoute pour contribuer qu'à AEF, la rédaction d'AEF sur l'enseignement supérieur et la recherche est essentiellement féminine. D'ailleurs, il y a sa rédactrice en chef, Anaïs Gérard, et la responsable du salon, qui est Karine Jacob, a une équipe quasiment entièrement féminine. Et ce sont eux qui ont construit ce salon de A à Z. Donc voilà, de ce point, c'était une précision aussi importante. Ce que je voulais dire au départ, c'est que le système français en général de la recherche est assez compliqué. Et je pense aux unités mixtes, des organismes comme l'INSERM, comme le CNRS qui travaillent à l'université. Et ça crée des problèmes de savoir qui exploite
les résultats de la recherche et donc les complications. D'ailleurs, j'ai eu des discussions hier avec un président d'université qui disait qu'il y avait des problèmes là-dessus très importants. Donc ça, c'est une des premières observations que je vais faire sur le système français. Et aux États-Unis, il y a une loi qui est passée en 1980, le Bayh-Dole Act, qui a codifié tous ces problèmes. Et donc, il a dit que les résultats de la recherche financés par le gouvernement seraient valorisés et seraient la propriété des universités qui reçoivent le financement. Donc, c'est clair. Donc, elles peuvent avoir la mission maintenant de valoriser. Ça fait 30 ans que ça existe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer. Donc, du point de vue des SAT, c'est un progrès dans le bon sens. Ce qui est difficile aux États-Unis comme ailleurs, c'est les fonds d'amorçage. On a des idées intéressantes qui viennent de la recherche, mais comment on établit des fonds de maturation, on construit des prototypes pour après attirer des financements de l'extérieur. Ça, c'est un sujet important aux États-Unis aussi. Vous connaissez tous la vallée de la mort. Il y a beaucoup de technologies qui meurent au départ. Donc ça, c'est un sujet important. Du point de vue des late stage, j'ai un commentaire. Je suis un peu plus sceptique là-dessus parce que on a tendance en Europe à essayer de pousser un peu les startups des universités et de la recherche. Et alors que les États-Unis, c'est vraiment un système capitaliste, loi de la jungle, où c'est le market pool, ça vient de l'extérieur. Donc il faut qu'il y ait des demandes extérieures et pour vraiment les technologies soient... Donc les bonnes technologies qui intéressent qui méritent d'être financées, en général, n'ont pas trop de problèmes à se financer. Donc il faut un peu faire la part des choses dans ce domaine. Qu'est-ce que vous voulez dire, Frédéric Farina? C'est que dans le système américain, une sorte de sélection naturelle plus forte, c'est-à-dire que les investissements se porteront vers des technologies dont les succès, enfin plus appliqués, dont le succès sur le marché peut être plus évident, et que les autres, finalement, auront peut-être un peu moins de soutien financier, et que au final, le résultat sera le même que dans le tissu français? Ouais, il ne faut pas tomber dans un système où on fait survivre les startups juste pour les faire survivre. Donc il faut laisser une startup sur perfusion, ça ne fera jamais une entreprise de croissance, justement. Voilà. Donc il faut que ce soit le marché extérieur, les entreprises qui, eux, vont commercialiser les produits, qui décident quelles sont les idées qui vont être financées. Est-ce que ça va jusqu'à influer sur votre propre stratégie, c'est-à-dire que dès le départ, vous aurez tendance à privilégier, parmi ce qui pourra germer parmi vos étudiants, des projets d'entreprise ou des projets de recherche dont vous vous dites, oui, ça pourra trouver, le time to market ne sera pas trop important? Oui et non. Alors, bien sûr, c'est un sujet important. C'est un élément important parce que quand on décide de dépenser beaucoup d'argent pour breveter des inventions, donc on essaie de voir s'il y aura des applications et des entreprises intéressées. Mais d'un autre côté, comment on fait de la recherche fondamentale, aussi bien à Caltech, à MIT et dans les grandes universités américaines et françaises, souvent, il y a des idées qui sont tellement en amont. Et on n'arrive pas à prédire les idées qui vont avoir du succès. Donc il faut faire attention, il faut aussi protéger les inventions qui sont fondamentales et dont on n'arrive pas à voir maintenant les applications. Oui, mais ça réclame de la maturité justement dans la lecture que l'on a des choses, c'est-à-dire envisager le retour sur investissement dans un programme de recherche sur le long terme. Ça, on a parfois un peu de mal à le faire. Est-ce que sur le MIT, vous avez la même logique, Christopher Noble? Court terme, long terme, recherche fondamentale, application? Bon, alors deux commentaires. D'abord, l'entrepreneuriat, c'est un aspect de la personnalité de l'individu. Généralement, c'est formé avant que l'homme ou la femme aille à l'université. Il y a des gens qui sont tournés vers l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une question de choix, de trouver un métier, c'est quelque chose de viscéral. Et il s'agit de créer un écosystème qui attire les entrepreneurs. Et j'inclus là-dedans les étudiants d'université, les professeurs d'université. Alors une question à se poser si on est recteur d'université, c'est est-ce que mon université va attirer les professeurs qui veulent être aussi entrepreneurs, ou est-ce qu'on ne les attire pas? Et c'est une question très importante pour nous. Nous, on a décidé, c'est une décision très, très consciente, que nous voulons attirer les jeunes
profs et élèves qui ont un esprit d'entrepreneur. Ça ne peut pas s'apprendre. On peut donner des formations techniques, on peut créer un environnement qui soutient les entrepreneurs, mais il faut d'abord les attirer avec la culture de l'institution. Le deuxième point que je voulais faire, c'est que le transfert de technologies universitaires, comme disait Frédéric, où il faisait allusion, c'est que les startups, ce sont des technologies qui vont être prouvées dans plusieurs années. Il y a énormément de connaissances qui va avec le brevet. Et le transfert de technologies universitaires, c'est essentiellement une question de relations humaines. Il y a une licence d'un brevet, mais il y a la formation d'une équipe entre les chercheurs de l'université et les scientifiques de l'entreprise ou qui vont former cette nouvelle équipe. Et essentiellement, c'est un travail où les individus comme nous, qui sont au milieu de ça, doivent développer et entretenir des relations très personnelles avec les individus dans l'université et les individus dans l'entreprise qui vont recevoir la technologie. Ce n'est pas seulement la licence d'un brevet. C'est une dimension managériale, mais vous disiez le rôle d'un recteur d'université, c'est de s'assurer que son établissement attire les entrepreneurs, concrètement, pour renforcer l'attractivité de son établissement vis-à-vis, aux yeux des entrepreneurs potentiels. On fait comment? On joue sur quel levier? Alors, j'ai dit, c'est une question à se poser. Je n'ai pas dit que c'est votre rôle, mais c'est une question à se poser. Alors, par exemple, est-ce que votre université permet aux jeunes académiques ambitieux de faire une carrière réussite de professeur et d'aussi avoir une activité commerciale parallèle en même temps tout au long de sa carrière? Une question, par exemple. Ou est-ce que le fait, ou à contrario, est-ce que le fait d'être un peu business oriented retardera le moment où vous aurez votre habilitation à diriger des recherches? Alors ça, Guy Cacclino, c'est la transition. Vous en dites quoi? Je vais rajouter un petit point, que c'est quand même une histoire de culture aussi. Aux États-Unis, le système est tel que les profs dans le milieu académique sont des entrepreneurs eux-mêmes parce qu'il faut qu'ils lèvent les financements pour leur propre recherche. Donc ça, c'est aussi important, c'est une mentalité qui est un peu différente. Le président je ne vais sûrement pas répondre à toutes vos questions. Juste un petit point quand même, globalement, pour resituer un peu, je dirais, la recherche dans la fonction publique. Vous savez qu'on est à peu près, mettons, allez, il va y avoir à peu près 400 000 chercheurs en France. On va dire qu'il y en a à peu près 135 000 qui sont dans le monde de l'entreprise à peu près, et donc nous, dans nos universités, à peu près 45 000. Plus les organismes de recherche. Alors c'est vrai, on est sur un modèle complexe. Vous avez bien signalé le modèle complexe qu'on a en France. Bon, la situation, elle n'est pas simple. On est avec des organismes. Mais je crois aussi qu'on a mis en place des systèmes organisationnels parce qu'on sait, je pense qu'on sait aussi prendre les problèmes par le bon bout. Et je pense qu'avec nos unités mixtes, on est ensemble des opérateurs publics et donc on a bien compris l'intérêt de travailler ensemble et de donner des mécanismes de simplification. On pourra tout à fait en reparler tout à l'heure. Alors, effectivement, la première des questions, c'est le fait que dans nos établissements, on fait de la recherche et cette recherche, finalement, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit diffusée. Et qu'elle soit diffusée, je dirais, pour la société, pour le bien-être de la société, ce qui n'est pas forcément la même chose du côté du monde de l'entreprise, et parfois il pourrait y avoir des sortes de conflits d'intérêts qui pourraient y être. Et donc il est parfaitement important que nous ayons un lien fort, formation, recherche et transfert dans nos universités. Et ce lien, il est en train de se faire en ce moment. Il y a une amélioration, puisque dans la loi, on va voir les fonctions de transfert qui vont venir. Ceci étant, donc ça c'est une très bonne chose. Ceci étant, sur le terrain, effectivement, il faut agir en amont. C'est la culture de l'entrepreneuriat. Alors la culture de l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'il faut avoir envie aux jeunes qui sont dans nos établissements de pouvoir faire des carrières et qui vont être des carrières dans le monde de l'entreprise et qui vont être capables d'être dans les fonctions qui vont être dans les fonctions de R&D aussi dans le monde de l'entreprise et que le lien se fasse. Alors c'est pas simple et ça commence, je dirais tôt, c'est-à-dire que ça commence chez nous et au niveau de la licence et au niveau du master et c'est pas uniquement quand on a des docteurs qu'on doit s'en inquiéter. Alors donc là, il y a tout un travail à faire. C'est un travail où cela ne peut se faire que si on met les deux mondes ensemble, parce qu'on est bon, finalement, en recherche, on n'est pas les plus mauvais en termes de publication. Par contre, en termes de brevets non plus. D'ailleurs, ceci dit, par contre, c'est la question du transfert où on n'est pas bon. Et si on regarde cela, eh bien, effectivement, il faut qu'à nos jeunes, on leur donne cette envie. Alors, cette envie,
C'est d'abord de la formation, c'est mettre des professionnels à leur côté, c'est donner l'exemple. Et ensuite, après ça, c'est leur donner, les mettre aussi en situation. Et en les mettant en situation, eh ben là, il y en a un certain nombre qui se révèlent. Pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous envie, mais vraiment, ils se révèlent. Donc, on a ça à faire. Les attirer aussi. Et les attirer, vous avez dit effectivement, ça pose une question dans nos laboratoires. Comment attirer des personnes qui vont être sur le côté recherche, développement, monde de l'entreprise. Je pense que c'est en train de se faire d'une manière, je dirais, assez régulière maintenant en France. On le fait avec différents systèmes, soit parce qu'on a des chaires, et des chaires au niveau des chaires d'entreprise. On a également des mécanismes avec également les fondations, où là, on a réellement maintenant le monde de l'entreprise qui est en lien beaucoup plus étroit avec le monde je dirais, de la recherche et de la recherche académique. Alors, on a aussi des dispositifs qui ont été mis en place. On a les Carnot, enfin, on a beaucoup de dispositifs. C'est très clair, il faut qu'il y ait probablement peut-être trop. Oui, sûrement. La question, vous le savez parfaitement, c'est que quand on est arrivé sur des systèmes comme en France avec des systèmes complexes, il faut être extrêmement prudent quand on va commencer à modifier, parce que ça ne se modifie pas non plus du haut, ça se modifie sur le terrain, et donc je crois qu'il y a un certain nombre de règles, parce qu'il est très clair que la recherche, ça se fait au niveau du laboratoire, c'est des questions de personnes, et le transfert, c'est une question de personnes entre le monde de l'entreprise et les chercheurs. C'est une question d'individus. Alors moi, je rajoute un petit point. Un exemple à Caltech, par exemple, 90% des inventions viennent de 20% de nos chercheurs. Donc, on n'essaie pas de corrompre 100% des chercheurs, mais il faut créer un écosystème, un environnement où ceux qui veulent faire, et par définition, dans le milieu académique, il y aura un pourcentage petit de gens qui veulent faire, qui veulent créer des entreprises et transférer les technologies. Il faut leur donner les possibilités de faire ça et faciliter le truc. Mais on ne s'attend pas à avoir 80% des chercheurs qui vont s'impliquer dans ce domaine. D'accord. Alors, Olivier Fresneau, au niveau de la SAT Sud-Est et des SAT en général, la professionnalisation qui accompagne les SAT, c'est de cibler justement les chercheurs à haut potentiel de valorisation et peut-être en profiter pour aborder le problème du modèle économique. C'est-à-dire que Louis Gallois a rappelé dans un séminaire de la CPU, mais il rappelle souvent qu'il faut que d'ici 10 ans, les SAT soient rentables. Enfin, je ne sais pas si on va dire rentables ou à l'équilibre en tout cas. Hein, autonome, voilà, c'est le bon mot, autonome. Alors, est-ce que tout ça aujourd'hui, c'est possible? Cibler les chercheurs, avoir un modèle économique autonome et un vrai retour sur investissement. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue. On en parlait il y a quelques minutes, on doit définir une stratégie, c'est-à-dire que choisir entre des technologies très risquées, où on n'est pas certain qu'il y a un marché, mais si ça marche, ça peut faire le blockbuster. Ça a coûté très cher pendant longtemps, et là, honnêtement, en 10 ans, je ne pense pas qu'on aura beaucoup de retours dans les SAT. On aura peut-être amorcé, j'espère amorcé, mais on n'aura pas encore les retours. Et puis, d'autres technologies, d'autres résultats de recherche que l'on va licencier ou vers une entreprise en création ou vers une entreprise existante, sur du beaucoup plus court terme, où là on peut avoir des retours moyen terme, mais le modèle économique purement financier, je ne pense pas que ce soit l'indicateur le plus pertinent pour mesurer l'efficacité du transfert ou l'efficacité d'une SAT. Je crois que je l'ai dit en introduction tout à l'heure, un outil de développement économique, l'enjeu c'est de créer de l'emploi, de créer de la croissance, que nos entreprises se développent. Et sur ce point-là, je crois qu'on ne parle pas aussi assez de celui qui reçoit la technologie. On parle de transfert. Le transfert, ça se fait entre deux structures. On parle beaucoup, on fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de développement sur l'amont, sur les universités, la recherche publique. Il faut aussi que les entreprises aient la capacité d'absorber ces technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ne sont pas forcément en très bonne situation, tout le monde le sait. Il faut peut-être, elles aussi, les accompagner un peu plus à avoir cette capacité de prendre et de développer, de mettre sur le marché ces innovations. Alors je ne sais pas si c'est du purement financier, des fonds propres, enfin vous savez tous de quoi on parle, ou bien s'il y a aussi un accompagnement, notamment vers nos PME, peut-être avec les pôles de compétitivité, parce qu'en effet les PME n'ont souvent pas la compétence
humaine. Hein, oui, il y a vraiment deux secteurs. Il y a les grands groupes et les PME. Oui, je parle des PME principalement. Hein. Oui. Jean-Luc Bella, qu'est-ce que vous en dites? Et je m'adresse là non seulement à l'auteur d'un rapport, vous avez compris, très attendu, mais aussi à l'homme d'entreprise, homme de grands groupes, et puis au pilier du pôle de compétitivité systématique, où, pour avoir eu la chance de bosser avec eux, il y a plutôt une forte densité de PME et de bonnes interactions entre PME, grands groupes et labos de recherche. Quel est votre point de vue sur ces questions? Sur l'interaction. Sur l'interaction, sur la manière d'évaluer effectivement, de planifier, d'évaluer le retour sur investissement dans une entreprise à potentiel. La chose qui est vraie, c'est que les pôles de compétitivité, qui sont assez jeunes finalement, quand on regarde, ils ont été lancés en 2005. Et tous ne fonctionnent pas avec la même efficacité, mais ça c'est un commentaire personnel. Oui, mais c'est bon. Là où il n'y a pas de pôle de compétitivité, les situations sont plus délicates. Donc plutôt que faut regarder ce qu'ils apportent. Et je pense que c'est assez visible. Donc ils sont assez jeunes et finalement ils vont démarrer leur phase 3 maintenant. Bon, il y a eu quelques débats sur la phase 1, mais la montée en force dans la phase 2 ces dernières années est assez impressionnante. Et ils sont devenus, ça je pense que personne ne conteste, des acteurs incontestables de l'écosystème dans leur territoire, au niveau des régions. Systématique, c'est pratiquement 500 PME innovantes, hein, c'est-à-dire des PME qui ont des croissances importantes. On a plusieurs dizaines d'entreprises avec des croissances de chiffre d'affaires à 2 chiffres chaque année, qui ont comme problème des problèmes de trésorerie, de recrutement de compétences, donc des bons problèmes, si je puis dire. Et donc, et ça c'est vrai sur un certain nombre de... Et donc là, c'est exact que pour transférer, il faut un récepteur, et puis il faut optimiser ce récepteur dans le milieu des entreprises, et qu'il faut optimiser les écosystèmes en regard de ce que sont les pôles. Les pôles sont maintenant, et d'ailleurs pour tout ce qui est entreprise innovante, ça l'était au départ pour les grands groupes, pour les activités académiques, c'est l'endroit où on fédère l'ensemble des acteurs et des PME. Donc tout ce qui est entreprise innovante, toute cette dynamique-là se retrouve au sein des pôles, dans toutes les régions et selon les différentes filières. Et effectivement, il faut articuler dans les mécanismes d'innovation en France les différents acteurs. Il ne faut pas multiplier, il ne faut pas que les SAT remultiplient ce qui est fait dans les pôles, les IRT, enfin tout le monde le sait ça. Et donc c'est un des points sur lequel il faut, je dirais, rendre de la lisibilité au système, non pas en dictant ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais que dans chaque écosystème, chaque filière, il y ait l'optimisation qui soit faite en fonction des acteurs. C'est ça qui va donner de l'efficacité. On ne fait pas la même chose, par exemple, sur la filière aéronautique que dans le numérique, où les choses sont plus en irrigation, etc. Donc, mais la réalité, c'est qu'effectivement, dans les pôles, et nulle part ailleurs, il y a un potentiel d'interaction avec les PME innovantes qui est redoutable. Permettre de rebondir en 2 minutes. Monsieur Bella, vous dites, les pôles sont jeunes, ils ont été créés en 2005. C'est comme si on était aujourd'hui sur ce plateau à parler des SAT en 2020, et que je dis que les SAT sont encore jeunes, laissez-nous un peu de temps. Donc je le répète, laissez-nous du temps. Les SAT sont jeunes, très très jeunes. Laissez-nous le temps, je crois que Louis Gallois l'a redit, laissez-nous le temps de démarrer, de faire nos preuves. On a mis en place, et ça va répondre à votre question, je n'ai pas totalement répondu, on a mis en place des moyens, on a mis en place des compétences, on a recruté des équipes, on se structure pour arriver à cet objectif d'un équilibre à 10 ans. 10 ans, c'est court, hein, je pense que 15 aurait été plus réaliste, mais on espère y arriver, on va tout faire pour y arriver. Alors le modèle économique et la rentabilité, parce que les Américains ont toujours cette réputation d'être les plus performants en termes de rentabilité, mais est-ce que c'est le véritable modèle de Caltech ou du MIT, la rentabilité à court terme? Alors en général, dans les grandes universités américaines, c'est pas du tout le modèle économique et pas d'être rentable. Il se trouve qu'il y a certaines universités qui gagnent beaucoup d'argent dans ce domaine. MIT, Stanford, Caltech sont parmi eux. Mais si vous regardez les revenus, c'est toujours 2 ou 3 inventions qui sont 90% des revenus. Et les blockbusters qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. Et donc, il faut bien être conscient de ça. Moi, quand j'étais on m'a demandé d'être membre du jury des SAT, et j'ai vu la structure, et il demandait que les SAT soient rentables à terme. C'est trop près ou là? J'ai trouvé ça que c'est une erreur, en fait. Parce que ça force à penser à court terme,
plutôt que du long terme. Et ça, dans ce domaine, il faut vraiment penser long terme, parce qu'il y a beaucoup de technologies qui vont prendre 10 ans pour arriver sur le marché. Donc. Il faut penser long terme, mais il faut aussi peut-être évaluer le retour sur investissement, pas simplement d'un point de vue financier. Absolument. Il y a aussi des retours sur investissement en termes d'image, en termes de rayonnement, en termes d'attractivité, justement. Et ça, c'est important. Il faut avoir un tableau de bord peut-être un peu plus élaboré que simplement un bilan financier avec la ligne du bas. Qu'est-ce que vous en dites ? Tout à fait, c'est les résultats économiques, le développement économique, la création d'emplois dans les startups. Tout ça sont des éléments très importants. Le développement du réseau de l'université, sans laquelle elle ne peut pas faire grand-chose. Absolument. Les emplois pour les étudiants qui finissent à l'université et qui trouvent des emplois intéressants dans ces startups ou dans les entreprises, ça c'est tout à fait primordial dans ce domaine. Donc, regarder juste les revenus, c'est une erreur, je pense. Et par ailleurs, si on regarde dans le système américain, il y a moins de 20% d'universités américaines qui sont rentables dans ce domaine. Donc, une précision importante, Christopher Noble, et puis après, Sylvie Casino. Bon, j'ai un commentaire à faire là-dessus, mais d'abord, j'aimerais revenir sur un sujet que Guy a mentionné, qui est les conflits d'intérêts. Et juste faire un commentaire, c'est que la liberté de recherche, la liberté de publication des universités, c'est une tradition millénaire qui a été défendue aux armes. Et j'aimerais juste commenter que c'est un sujet extrêmement important. Nous sommes à MIT très, très engagés dans l'entrepreneuriat, très, très engagés dans les relations avec les industriels. Et c'est à cause de ça que nous prenons notre politique de conflit d'intérêts très, très sérieusement. C'est quelque chose auquel on pense beaucoup. C'est écrit, c'est publié, et c'est une vigilance constante pour maintenir cet équilibre entre la liberté de recherche, la liberté de publication et les relations très étroites avec les industriels. Alors je voulais juste renforcer votre commentaire là-dessus. C'est hyper important et ça ne peut pas être laissé de côté. Je voulais aussi commenter au sujet du transfert de technologie. Je vais vous donner un statistique sur la centaine de licences que nous faisons par an à MIT. À peu près un tiers sont des startups. À peu près un tiers sont des licences qui sont faites avec l'industriel qui a subventionné la recherche sur le campus, qui a déjà développé une relation à plusieurs niveaux avec l'université, et seulement un tiers sont des licences où le receveur de la licence est un industriel ou une PME qui n'a pas subventionné la recherche, qui n'a pas déjà une relation avec l'université. Donc le transfert de la technologie fait partie d'une relation beaucoup plus complexe et n'existe pas seulement en soi. Et mon dernier point qui est sur le même sujet, c'est que le rendement du transfert de la technologie va beaucoup plus loin que les recettes des licences. Et une autre statistique pour MIT, nous faisons à peu près 100 millions de dollars par an, un peu moins que 90 de revenus par an de nos licences. Notre budget de recherche est 1,2 milliard de dollars par an. Vous allez faire rêver Non, mais voilà le point important. Le rapport est de 12 à 1. Guy Calclino lève les yeux au ciel. Je ne sais pas s'il y a relation de cause à effet. Il y a le transfert de technologie a un effet multiplicateur. Il ne faut pas oublier que $1 de recette de transfert de technologie équivaut à $12, 1 euro équivaut à 12 euros de recettes de recherche pour l'université. Donc, il y a un effet multiplicateur dans le transfert de technologie qui fait partie du retour économique et c'est en fait la plus grande partie du retour économique. J'ai une question pour vous. Le débat s'anime, s'accélère. Non, je voulais savoir parce qu'il y a un débat important aujourd'hui au Congrès américain sur les dépenses publiques et notamment les dépenses de R&D. Et je voulais savoir quel regard vous avez et puis est-ce que si les choses vont comme on entend qu'elles pourraient aller sur les réductions de financement de cette partie-là, est-ce que ça va changer vos modèles ou quelle est votre réaction? Chez nous, il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet parce que nous, on est financé à 96-97% par les fonds du gouvernement.
Et donc, on essaie de travailler plus maintenant avec l'industrie. Et MIT, je crois qu'ils sont à 15% de financement industriel. Efficace avec le sourire. Où j'en étais Vous n'étiez pas en train de... sur ce document. Donc, on est très inquiet sur les financements du gouvernement de la recherche, pour la recherche. Et donc, on essaie maintenant de lever plus de fonds et d'augmenter les relations avec l'industrie pour équilibrer un peu les financements. Pour rappeler qu'aux États-Unis, il y a un énorme financement public de la recherche avec la NSF et les NIH sur la santé. Enfin, voilà, c'est un rappel important. Donc, les réductions de fonds publics. Même les universités privées comme MIT, Caltech, Stanford, ils sont à 80%, ça vient minimum, ça vient du gouvernement américain. À peu près 15% de notre financement est du secteur privé. 85% est du secteur public. Il faut aller un peu en dessous de ce niveau global parce que, comme la plupart des universités, on fait de la recherche pure, fondamentale et de la recherche appliquée. Maintenant, les industriels ne vont pas subventionner la recherche dans les trous noirs et dans l'origine de l'univers. Donc, il faut regarder la recherche appliquée où on en est à peu près à 25%. Alors, 2 commentaires. Numéro 1, nous, on a déjà... Notre conclusion, c'est que les subventions de l'État vont diminuer. C'est un fait. Et donc, ça nous engage même plus qu'avant dans les relations avec les industriels. Je voudrais introduire la dimension internationale, parce qu'elle est très importante. Nous, on veut recruter les meilleurs élèves du monde, on veut recruter les meilleurs profs du monde, et on veut travailler avec les meilleurs industriels du monde, y compris les Français. On travaille avec beaucoup d'industriels français, avec les Asiatiques et des Américains. Et ça, donc, ça joue dans beaucoup des thèmes qu'on a abordés sur ce plateau. On a oublié le point de vue de Guy Clatilino, mais moi j'aurais bien envie de l'entendre. Non, je crois que sur ce point-là, il y a un constat. On voit bien que les difficultés dans lesquelles nous sommes sur nos financements publics, on le voit bien au niveau de nos universités, pas uniquement d'ailleurs sur le volet recherche, mais aussi sur le volet formation. Enfin, je dirais d'une manière globale. Mais c'est aussi une situation qui est la situation dans laquelle nous sommes, je dirais, pas uniquement sur notre ministère. Donc je crois qu'on est évidemment tout à fait sensible de par nos missions sur la mission du transfert. Maintenant, il faut qu'on trouve les bons équilibres. Et les bons équilibres, c'est sûrement effectivement d'avoir des financements d'État qui sont des financements sur des secteurs où on sait très bien que l'entreprise ne va pas forcément aller. Et il faut donc, au niveau de nos équipes, il y ait cet équilibre-là, mais qui soit aussi un équilibre de proximité avec le monde de l'entreprise, et pas uniquement, je dirais, dans la partie brevet-licence, mais aussi dans les recherches. Il y a de la recherche partenariale, mais il y a aussi, pas uniquement de la recherche contractuelle, il y a aussi de la recherche où on est capable de monter ensemble des projets et ensuite de la développer avec le monde de l'entreprise. Et donc, par conséquent, on est capable de faire progresser à la fois cette recherche d'un côté sur une recherche finalisée et de l'autre côté également sur la recherche fondamentale. Bon, après, c'est la question du bon équilibre et puis ensuite du bon environnement. Et je crois qu'un bon environnement... c'est peut-être ce que l'on pourrait qualifier en disant que pour qu'on puisse avancer, il faut qu'il y ait des talents, il faut qu'il y ait des technologies et il faut qu'il y ait des investissements. C'est juste 3 mots, monsieur Bayla. Et je crois que ça, c'est à développer. Et il faut qu'on fasse ce mariage, c'est-à-dire que ça veut dire c'est des développements d'écosystèmes. Alors, il y a une dimension dans la valorisation de la recherche, on l'a abordé, les régions vont pouvoir entrer au capital des SAT, c'est les degrés de spécialisation. On sait qu'il y a une politique de l'Union européenne de spécialisation intelligente sur les territoires. Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir, surtout avec le profil des établissements français,
qui est très, très divers, une spécialisation des SAT sur des thématiques, sur des créneaux, ou est-ce qu'il faut que les SAT restent généralistes? Je trouve que c'est une question qui, avec l'arrivée des régions, mérite d'être posée. En tout cas, je la pose. En termes plus économiques, est-ce qu'on va passer à une stratégie de cluster? Voilà. J'ai du mal à imaginer comment les SAT, juste pour un commentaire, là, comment les SAT qui sont régionales et locales pourraient être organisées par thématique, parce qu'après ça rend le territoire... Par rapport, par exemple, aux besoins d'une région qui définit sa stratégie, ben, nous on veut être sur les, je dis n'importe quoi, je ne cite personne, les biotechnologies, et on lâche prise sur le reste. Okay. Olivier Fresneau, est-ce que ça vous parle, ce genre de possibilités? Ou est-ce que c'est une construction un peu de l'esprit de ma part? N'allons pas trop vite quand même. Les régions, aujourd'hui, ne sont pas au capital et ne financent pas ou peu. Donc elles vont rentrer au capital. C'est un souhait qu'on avait exprimé nous-mêmes très fortement, puisque les régions, et notamment au travers du FEDER, et le nouveau plan FEDER 2013-2020 arrive avec une forte composante innovation. Donc on espère en effet que les compléments de financement région FEDER pourront venir sur le transfert de technologie. Pour nos amis américains, hein, il y a plein de financements qui peuvent venir évidemment de l'Union européenne. Voilà. Il y a une volonté de l'Europe, une volonté, je ne sais pas si elle va réussir, l'Europe c'est difficile en ce moment, mais en tout cas de donner un peu de cohérence. Mais des fois, ça entre peut-être en collision avec les logiques régionales, nationales, etc. Moi, je n'ai pas entendu, c'est pas parce que les régions vont rentrer au capital ou au conseil d'administration des SAT, je n'ai pas entendu qu'elles allaient piloter les SAT. C'est pas encore fait. Enfin, on me l'a pas dit, du moins. Voilà. Oui, mais alors Olivier Fresneau, puisque vous abordez le sujet, vous dites on a souhaité que les régions rentrent au capital. Du côté peut-être de la communauté entrepreneuriale, il y a un certain nombre de voix qui souhaitent qu'elles ne rentrent surtout pas au capital, pas plus au capital des SAT, ou qui regrettent que justement les régions puissent peut-être un peu trop s'immiscer également dans l'action de la BPI, en disant le politique va parasiter les choix par rapport à ce qui serait une pure logique de développement économique. Je ne fais que porter la voix d'un certain nombre de témoins que du côté des Échos, on a collecté. Qu'est-ce que vous leur répondez? Aujourd'hui, tel que c'est organisé, le choix des investissements se fait avec un comité d'investissement indépendant. Indépendant de la SAT, indépendant des établissements de recherche, dans lequel on a des investisseurs, des industriels, des experts. Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas. Qu'est-ce que sera demain si en effet les régions, avec le volet 3 de la décentralisation, les régions ont plus de pouvoir, etc. Moi, je ne sais pas le dire. Je ne suis pas sûr que le politique vienne à ce niveau-là. Et pour répondre à la question initiale qui était la spécialisation, je pense que peut-être naturellement, certaines SAT auront plus de compétences dans certains domaines. Mais on ne peut à l'évidence pas spécialiser, puisque les établissements eux-mêmes sont généralistes, et même s'ils sont eux-mêmes un peu spécialisés, comme on a une mutualisation entre établissements, on est par définition voilà. tout domaine. Maintenant, je pense que ça soit entre les SAT, qui, vous le savez, se concertent beaucoup, travaillent déjà beaucoup ensemble, se mutualisent beaucoup, ou avec les CVT qui arrivent, avec France Brevet, avec les pôles de compétitivité et les autres acteurs, on aura l'intelligence... Ça fait déjà beaucoup d'autres acteurs. Oui, mais on se connaît. Ce n'est pas des acteurs qui travaillent chacun dans leur coin. Hein, cet écosystème existe, les gens travaillent ensemble, se connaissent. Je vais vous donner un exemple quand même qui va éclairer un peu ça dans les relations pour faire du concret. On parlait de détection tout à l'heure et on parlait de la stratégie de détection. Nous lançons un programme de détection dans les laboratoires orienté vers les domaines d'activité stratégiques des pôles. C'est-à-dire qu'on se met ensemble avec un pôle, on regarde ces domaines d'activité stratégiques qui, théoriquement, devraient correspondre aux besoins des entreprises, du moins je l'espère, et on va orienter les détections des projets dans ces domaines. Ça ne veut pas dire qu'on ne traitera pas les autres projets, mais on va essayer de faire émerger des projets qui correspondent à un besoin d'entreprise. Donc voilà un exemple de collaboration qui peut, j'espère, sur du court-moyen terme, avoir des retombées directes, quoi. Jean-Luc Bellat, sur ces questions, je vous voyais... Je pense que la question est très très pertinente. Il y a une réflexion européenne de régionaliser les compétences, parce que, je veux dire, on parle du succès de Caltech ou du MIT, une part de leur succès aussi d'atteindre des tailles critiques. On fait des choses quand on a les tailles critiques pour les développer. Donc ça, c'est une bonne question. Les régions sont dans cette réflexion, elles doivent rendre leur copie à l'automne. Il y a des dynamiques de pôles, d'interfilières qui sont la même chose. Les SAT ont eu un cahier des charges
qui est effectivement multidisciplinaire, mais qui est fortement imprégné par cette demande régionale. Donc forcément, c'est une bonne question. Et forcément, les SAD, comme toute entreprise, doit, sur certains métiers, atteindre des tailles critiques pour être efficace et répondre. Donc je dirais que la réponse sera avec le temps, mais c'est forcément une question qu'il faut traiter quand on dirige une SAT et qu'on est au cœur d'une région. Il y a d'ailleurs une double question au niveau des régions. Frédéric Farina, vous voulez dire un mot ? Allez-y, allez-y. Je voulais dire un petit mot. Les SAT, donc, je pense que ça doit être assez généraliste. Dans nos bureaux de transfert dans les universités américaines, on couvre toutes les technologies, même si on a des spécialistes dans chaque domaine, mais on est un certain généraliste. Ça n'empêche pas qu'il y ait des clusters qui se forment dans des thématiques à l'extérieur, qui peuvent venir d'autres SAT. Et donc ça, c'est pas mutually exclusif. Et juste une question, votre point de vue, Frédéric Farina, de Français travaillant aux États-Unis, sur la complexité également de la gestion des partenariats publics. Ici, une université en France, elle doit gérer ses relations avec l'État, elle doit gérer aussi, une SAT doit gérer ses relations avec les représentants de l'État, avec les représentants de la région. Vous avez ça, vous, ou c'est uniquement le fédéral, ou vous avez aussi à gérer les relations avec l'État de Californie? Pratiquement que du fédéral. Il y a quelques financements d'État, mais c'est en général que du fédéral, et c'est simplifié par ces lois de... Tout est au niveau de l'université. C'était un peu le but de la question. Voilà, Guy Catlino, je vous vois réagir. Non, je voulais juste intervenir parce qu'effectivement, ce débat sur la spécialisation... Bon, il n'y a pas qu'en France, c'est en Allemagne en ce moment, ils ont exactement la même question. Et en Italie du Nord aussi, et ils sont même un peu passés à l'action. Et lorsqu'on regarde ce qui pourrait être un peu un équivalent des DSAT avec les PVA en Allemagne, ils sont exactement dans la même problématique et dans les questions également de spécialisation sur le sujet. Alors je crois qu'il faut juste calmer un peu. On voit très bien que de toute façon, sur le terrain, on sait très bien qu'avec en particulier l'Europe, nous allons vers la smart specialization, enfin spécialisation intelligente, et donc par conséquent, il va y avoir des dominantes au niveau des territoires. Bon, bah, c'est très bien qu'il y ait des dominantes au niveau des territoires, mais quand vous avez une dominante au niveau des territoires, parce que dans mon territoire, on va être plus sur les technologies de l'information et de la communication, mais on va aussi avoir... À côté de cela, je dirais des liens avec la santé parce qu'on va développer le e-santé et ainsi de suite. Donc, par conséquent, on est sur des pôles de recherche qui sont des pôles de recherche qui sont assez transversaux. Conclusion, ce qui veut dire qu'à mon avis, on va avoir de la professionnalisation du temps, de la professionnalisation dans les SAT. Cette professionnalisation, elle va obligatoirement, sur certains secteurs, faire qu'il va y avoir besoin probablement d'avoir une plus grande concentration sur des domaines clés déterminés. On est d'autre part sur un système qui est un système où aussi avec notre mixité, on est aussi avec des organismes de recherche qui ont aussi une vision, je dirais, plus nationale. Et après tout, c'est pas une mauvaise chose de pouvoir en discuter au niveau de consortiums de valorisation qui permettent justement d'avoir cette vision nationale et ces visions de terrain. Il y aura très certainement besoin aussi d'une organisation peut-être plus nationale, mais ça on verra. Mais je pense que très franchement, on a en ce moment tous les atouts. Ne concentrons pas non plus tout notre focus sur la question des SAT. Je crois qu'il faut laisser aussi les écosystèmes s'organiser. Et dans l'organisation des écosystèmes, je suis persuadé qu'on va arriver, je dirais, par la prise de conscience que l'on a actuellement du retard français sur le sujet, c'est très clair qu'on va avancer. Et je suis persuadé qu'on va trouver les bonnes solutions et que les bonnes articulations, on laisse un tout petit peu le temps et on ne demande pas aujourd'hui de faire un bilan. On n'est pas sur une période de bilan, on est sur une période de construction. Mais je peux juste vous dire une chose, c'est qu'on a plus de 80 établissements d'enseignement supérieur en France, plus les écoles et ainsi de suite. Le fait qu'on ait pu s'organiser sur le territoire et qu'on ait regroupé nos forces, on a déjà fait un sacré bout du chemin. Oui, mais Guy Catlino, vous savez bien que tous les territoires en France ne sont pas égaux devant ces réalités. Je pense que vous devez apprécier tous les jours le fait de travailler en Bretagne. Et ce ne sont pas mes origines qui parlent. Et ça ne fonctionne pas ainsi dans tous les écosystèmes. Ça fonctionne sûrement pas ainsi dans tous les écosystèmes, mais je pense qu'il va y avoir des réorganisations qui vont se faire au niveau du territoire. Vous savez très bien qu'il y a des régions qui ont des écosystèmes un petit peu, peut-être un peu moins favorables, mais qui vont aussi réagir et qui vont se réorganiser par rapport au système existant. C'est évident. Alors peut-être on peut revenir maintenant
sur une question qui est la question des stratégies de propriété intellectuelle, de dépôt de brevets. J'étais frappé, Christopher Noble, tout à l'heure, vos chiffres. Ça m'a paru pas très élevé. Enfin, vous avez une stratégie de dépôt systématique de brevets. Enfin, comment vous fonctionnez au MIT sur la protection de vos inventions, de vos découvertes? Eh bien, nous recevons à peu près 700 déclarations d'invention par an. Sur les 700, il y en a à peu près un peu moins de 200, 170, 180 où on décide de déposer un brevet. Donc 1 sur 3 à peu près. Mais là, il y a une proportion assez forte de licences, à peu près une centaine. Alors vous voyez l'orientation un peu du tri qui se fait à chaque niveau. Au sujet de la propriété intellectuelle, notre politique, c'est l'université est propriétaire de toutes les inventions qui sont faites sur le campus, qu'elles proviennent de nos chercheurs, de nos visiteurs, des industriels qui visitent, etc. Ça, c'est un autre sujet énorme, mais ça découle de l'importance de garder la liberté de recherche sur le campus. Et donc, je réponds à votre question, mais ça, on pourrait en parler encore pendant 1 heure. On en reparlera encore, ne vous inquiétez pas. Fred Farina, sur le... Vous n'êtes pas impressionné par les chiffres? Vous avez dit que... Non, c'était... on pense aussi à des milliers de brevets, on est toujours sur les portefeuilles de brevets, ils en ont des milliers à MIT, on en a quelques milliers aussi à Caltech. Mais... En dépôt annuel. Hein. Et pour les États-Unis, on est les universités les plus agressives du point de vue de la protection par les brevets. Donc, par rapport même, Stanford commence un peu à monter là, mais on était toujours au top. Du point de vue du nombre de brevets qui sortent chaque année pour l'université. Il y a un certain nombre de vos homologues dans les pays émergents, mais qui sont en fait émergés. On voit la propriété industrielle qui progresse en flèche, par exemple en Chine. Est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous êtes aussi dans une logique de benchmarking pour ne pas parler de concurrence internationale? Oui, parce que de plus en plus, nos startups et les industriels demandent de protection en Chine. On ne sait pas si... Bon, aujourd'hui, on essaie de voir un peu à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement utile d'avoir des brevets en Chine, mais ce n'est pas peut-être trop cher. Donc, on préfère breveter en Chine et dans d'autres pays aussi, en Corée, par exemple. Au cas où, dans 5-10 ans, il y a des systèmes pays dans ces pays-là qui soient... Des coûts importants, des investissements importants. Ah oui, c'est des investissements importants, oui. Oui. On dépense, nous, à peu près... Bon, on est 4 à 5 fois plus petit qu'MIT, mais on dépense à peu près 5 à 6 millions de dollars par an en brevetage. MIT, ils sont à 17 à 18 millions par an, juste pour les frais de brevet. Donc, c'est des budgets très importants. Alors cette question des... Juste une petite... J'aurais voulu avoir une information complémentaire sur les chiffres que nous a annoncé Christopher. Ces chiffres, c'est pour combien de chercheurs? Alors nous avons globalement entre les étudiants de doctorat, le corps professorial et les chercheurs dans les laboratoires qui ne sont pas professeurs, en tout c'est à peu près 11 000 personnes. Olivier Fresneau prépare ses indicateurs. Oui, il prend des notes très très sérieusement. Alors justement, sur cette question de la propriété intellectuelle, on sait que c'est un sujet traditionnellement conflictuel, entre autres, vu la multiplicité des tutelles possibles en France sur la recherche, entre les organismes et les universités. Et je dois en oublier parce qu'on doit découvrir d'autres tutelles cachées. Alors... Quel débat? On ne va pas déflorer toutes les conclusions des débats, des concertations actuelles. Mais Guy Catlino et Jean-Luc Bella, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question de la complexité et comment faire que tout le monde avance ensemble. Je vous vois dubitatif. Non, premier point, effectivement, il y a une nécessaire simplification de la propriété intellectuelle. Jean-Luc Bella va sûrement compléter après, enfin peut-être pas dire la même chose, je ne sais pas. On a réellement besoin d'avoir une simplification des règles simples. La vraie question, c'est aussi une question de culture que l'on a en France dans nos universités, les évaluations, parce que généralement, nous sommes évalués en France dans nos unités de recherche en termes de propriété intellectuelle. Donc effectivement, ça
pose une question, parce qu'on ne tient pas compte finalement des revenus de la propriété intellectuelle, mais de la possession de brevets qu'on peut éventuellement avoir dans les tiroirs et qui ne sont pas forcément utilisés. Donc là, il y a un vrai problème d'évaluation de nos unités. Donc il est évident que dans ce contexte-là, vous comprenez bien que tout le monde tient à avoir sa propriété, ses parts de propriété intellectuelle. Et on sait très bien que d'un autre côté, cela peut être un frein au transfert. Donc, il est nécessaire qu'il y ait d'une part une première réflexion qui soit faite dans, je dirais, l'évaluation de nos unités au niveau national pour qu'on prenne en compte la propriété d'une manière différente. Deuxièmement, au niveau de nos unités de recherche, nous sommes tous acteurs publics, donc il n'y a pas de raison que nous ayons des propriétés intellectuelles multiples. Donc il faut que nous trouvions des mécanismes de simplification. Je suis certain qu'on va arriver à ces mécanismes de simplification qui permettent de respecter le travail des laboratoires. Et je sais que on va y arriver. Alors, il y a eu des épisodes où on a beaucoup parlé, et ça a été un peu relayé, des questions de propriété intellectuelle. Bon, je crois qu'à partir du moment où on les fait d'une manière claire dans nos unités mixtes, on va arriver à trouver des solutions de simplification. La deuxième point à côté de cela, c'est pas... Et ça reste quand même compliqué pour les non-académiques, justement, parce que bon, Caltech, MIT, bon voilà, ça... Ouais, je dis pas que ça appartient à Frédéric Farina et à Chris Noble, mais bon, c'est quand ils vont voir quelqu'un, ils sont l'interlocuteur. Après, c'est donc une simplification des propriétaires, et deuxièmement, après, c'est la question du mandataire, et qu'on ait vraiment des mandataires qui aient plein pouvoir pour ensuite aller sur la négociation. Je crois que là, on est complètement d'accord sur le sujet. Jean-Luc Bella. On va inverser. Les fils de micro. La première chose à dire, c'est que sur la propriété intellectuelle, on va dire, il y a un peu une méconnaissance un peu du sujet dans tous ces métiers, que ce soit dans la recherche publique ou même au niveau de l'État, on va dire. Hein. Donc c'est un métier complexe. Hein. Et en fait, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le monde qui maîtrisent effectivement ces métiers. Et pour développer je dirais, une efficacité au niveau de la propriété intellectuelle. Il y a aussi une question de taille. Hein, il faut avoir. Donc ça, c'est un point important. Alors, la France brevet aussi. Hein, donc sur ce sujet-là, il faut, Guy l'a très bien dit, développer la culture, donc acculturer sur le sujet l'ensemble de la recherche publique. Et puis il faut séparer les variables parce que souvent il y a une confusion entre le fait d'être propriétaire et d'être mandataire pour gérer les choses. Il faut vraiment, ça c'est la plus grosse confusion et il faut la traiter. Faut pas oublier de dire, c'est mal connu, mais protéger un brevet dans le temps, ça coûte cher. Ça coûte cher au début, ça coûte un peu moins cher après, puis après, plus le brevet est vieux, plus ça redevient coûteux. Donc il faut optimiser ça, et c'est peut-être, je vais conclure, je sens qu'on ça. C'est parce que il faut, globalement, le système actuellement dépense peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois par rapport à ce qu'éventuellement il pourrait rapporter. Donc il y a vraiment une optimisation à mener. C'est important de protéger, mais il faut le protéger en fonction de ce qu'on veut en faire. Voilà. Donc il ne faut pas se battre. Il faut bien séparer la fonction de propriété mandataire en regard de l'exploitation. Vous évoquez le fait que déposer un brevet, c'est complexe, c'est cher, surtout quand on essaie de couvrir plusieurs pays. Cette année, normalement, doit être enfin celle de l'avènement du brevet européen. L'Office européen des brevets est toujours au front là-dessus. Ça peut changer la donne ? Bon, c'est un progrès. Il ne faut pas croire que ça va résoudre tout, mais c'est un progrès. Beaucoup de politiques se sont employés pour ce résultat, donc il ne faut pas les décevoir, c'est un progrès, mais ça ne va pas changer. Il y a encore des complexités, il y a encore une multiplication de jurisprudence. C'est quand même, si on regarde les volumes qui sont faits, c'est quand même le marché de la propriété intellectuelle, c'est quand même très aux États-Unis quand on regarde en volume. Hein, après, il y a les accords croisés ou des choses enfin je dirais, c'est un peu distribué, mais au niveau des exploitations indirectes ou de la valorisation à fort volume, c'est quand même aux États-Unis. Donc voilà, c'est un progrès, mais ce n'est pas la fin des choses. Et puis il ne faut pas oublier, il y a beaucoup, et il faut le rappeler, il y a beaucoup de business qui sont absolument à côté de cette activité-là. Dans le logiciel libre,
c'est pas les brevets, et pourtant c'est un espace qui se développe très très vite. Donc il y a l'évolution de la propriété intellectuelle, comme d'ailleurs du droit d'auteur, comme beaucoup de choses de ce type-là aujourd'hui, est très très rapide. Donc les acquis d'hier, faut toujours les questionner. Les choses changent très vite. Merci. Bien, l'heure a tourné. Il va être temps de conclure. Donc, je voudrais vous remercier. Et à 11h15, il va y avoir dans cette même salle une conférence de l'Alliance de recherche Avisan. Alors, c'est encore une invention française, je suis désolé, mais pour fédérer les organismes de recherche dans les sciences de la vie et de la santé et les universités, et qui va présenter les actions de valorisation en recherche biologie santé. Et en ce moment a débuté une petite conférence, je la signale, sur les centres d'innovation et territoires créatifs, sur les écosystèmes au stand de l'Université de technologie de Compiègne. Voilà, je voulais vous remercier pour ce débat qui n'est pas épuisé et qui sera même relancé avec la loi sur le transfert, et notamment sur l'impact des communautés d'universités et établissements, si ce terme est retenu par les parlementaires, sur l'impact dans l'organisation aussi du système. On n'a pas évoqué ça dans ce débat, mais ça fera peut-être l'objet d'un deuxième débat organisé par AEF sur les conséquences de la loi et sur les SAT et l'organisation territoriale. Voilà. Merci beaucoup. Systématique, j'ai les coordonnées.